Bon, on va démarrer. Il est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc on démarre. Et je vois qu'il y a encore une foule en délire qui va arriver. Alors bonjour à tous. Moi, je suis Jean-François Auclair. Je suis le directeur général de l'enseigne O2. Donc O2 est aujourd'hui l'enseigne leader des services à la personne. On a 515 agences en France et puis quelques-unes aussi à l'étranger. J'ai une longue carrière de DRH avant, y compris dans ce groupe. Donc c'est aussi pour ça que je viens vous parler de attirer, recruter et fidéliser nos salariés, puisque c'est un des enjeux majeurs de notre secteur. Je te laisse peut-être te présenter. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Najat Semdani. Je suis chef de projet pour France Travail Île-de-France. Alors France Travail que vous connaissez probablement sous double casquette, soit en tant que demandeur d'emploi, soit aussi en tant qu'entreprise, parce que bien évidemment, nous accompagnons demandeurs d'emploi, mais également les entreprises dans le cadre de leurs projets, de leurs besoins en recrutement. Je suis ravie d'être parmi vous et on aura effectivement tout le loisir de pouvoir partager les solutions qui sont proposées aussi bien aux candidats qu'aux entreprises pour bien évidemment attirer des nouveaux talents, mais aussi recruter et être recruté, hein, parce que c'est aussi ça l'enjeu, dans cette matinale. Alors O2 tout d'abord, on est une entreprise qui fait surtout 3 grands métiers: l'entretien du domicile, ménage, repassage, la garde d'enfants et l'aide aux personnes âgées et handicapées, donc la partie dépendance. Donc 3 grands métiers: assistant ménager, garde d'enfants, auxiliaire de vie. Alors pourquoi attirer? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est dans un secteur d'activité où trouver des clients, on y arrive. Ok, il faut faire un peu d'efforts de communication, de marketing, de prescription locale, mais on y arrive. L'enjeu RH est un enjeu clé de ce secteur. Évidemment, on ne vend pas de produits. On vend la force quelque part de nos travailleurs. Et tout l'enjeu dans ce secteur, c'est d'avoir des salariés actifs ou un vivier de salariés prêts à démarrer. Pour avoir un vivier, il faut chercher d'abord à les attirer. Alors pour les attirer, plusieurs méthodes. Alors évidemment, il y a tous les partenaires de l'emploi. Et France Travail est le premier partenaire de l'emploi en France, évidemment. Ensuite, travailler aussi la marque employeur. C'est-à-dire que O2 est devenue une entreprise à mission. Donc on a beaucoup travaillé notre volonté d'être responsable socialement vis-à-vis de toute la société française, mais aussi vis-à-vis de nos salariés, vis-à-vis de nos clients. Et donc, on travaille beaucoup la communication RH pour faire venir des salariés chez nous, que ce soit dans les médias, dans des communiqués de presse, dans des interventions comme ici, dans des salons. Et évidemment, pour attirer, on travaille beaucoup les annonces emploi, que ce soit avec France Travail, mais aussi avec différentes job boards. On s'est doté chez nous d'un gros logiciel de recrutement qui permet de traiter énormément de candidats, puisque rien que chez O2, c'est 400 000 CV par an reçus. Donc la notion d'attractivité, elle est travaillée au quotidien. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est qu'on vous donne aussi, en tout cas pour ceux qui sont employeurs, mais aussi pour ceux qui recherchent, des petites idées qui font que ça marche mieux. Je vais prendre l'exemple du site France Travail. Quand on dépose une offre et que le demandeur d'emploi va sur le site France Travail, l'offre d'emploi, on voit que les 2 premières lignes. Et il faut cliquer sur l'offre pour la voir en entier, cette offre. Donc ça veut dire que dans les 2 premières lignes, quand vous êtes un employeur dans les services à la personne, vous devez avoir des mots-clés qui vont faire que le candidat va cliquer sur votre offre. Et donc les 2 premières lignes de l'offre d'emploi, elles doivent vraiment taper dans l'œil, elles doivent claquer, pour que le candidat se dise mais c'est chez eux que je vais aller, parce que ce qu'ils ont mis dans les 2 premières lignes, ça me donne envie de lire la suite de l'offre et je vais candidater chez eux. Et le site France Travail est, du coup, je trouve bien fait pour ça. Les 2 premières lignes, elles doivent être hyper réfléchies pour que les candidats viennent chez vous. Et cette analyse, vous devez la faire avec chaque site emploi, quand vous êtes côté employeur. Regardez l'offre, je me place comme un candidat, qu'est-ce que je vois ? Donc sur France Travail, je disais, vous voyez les 2 premières lignes. Sur d'autres sites, vous allez en voir un peu plus. Mais ce point, il est clé en tant qu'employeur lorsque vous diffusez vos offres. Évidemment, pour attirer, il faut aussi avoir une bonne réputation, il faut aussi avoir une politique salariale. Donc votre offre, elle doit aussi
donner envie de postuler parce que les salaires, ils sont compétitifs. Dans le secteur des services à la personne, les marges, elles sont faibles. Pour autant, ce qu'il faut regarder quand on est un candidat, c'est tout le package. Il y a le salaire de base, évidemment, mais est-ce qu'il va y avoir des tickets restaurants? Est-ce qu'il va y avoir la prise en charge de mes kilomètres? C'est une obligation légale, mais je pense que ça va mieux en le disant. Est-ce qu'il va y avoir de la participation aux bénéfices, de l'intéressement aux bénéfices? C'est des choses qui existent chez nous. C'est pour ça que je vous le dis, dans nos offres d'emploi, vous allez retrouver tout ce package salarial. Et il ne faut pas toujours s'arrêter qu'au taux horaire. Ce qui est important, c'est de regarder le package global. Et donc, une entreprise, pour attirer, elle ne doit pas être que sur un taux horaire. Elle doit pouvoir proposer un package qui va faire que le salarié va avoir envie de venir bosser dans votre entreprise. Donc, cette dimension attirer, elle est extrêmement forte dans les annonces, mais vous devez être présent dans les médias, vous devez être présent dans les salons pour pouvoir générer du flux. Alors, France Travail a l'avantage d'être un site gratuit, parce qu'il y a un certain nombre de job boards quand on est une entreprise où il faut payer. Et pour autant, certains sont très compétitifs et génèrent du CV. Néanmoins, le partenaire numéro 1, ça doit être France Travail. Dans la thématique attirer, quand on est une entreprise, on doit aussi aller voir tous les prescripteurs de l'emploi en local. France Travail, c'est pas qu'un site emploi, c'est des agences partout en France. Et le meilleur ami d'un responsable d'agence chez moi, ça doit être le conseiller pas Pôle emploi, je mets une pièce dans la machine, le conseiller France Travail, parce qu'en fait, il va savoir exactement ce que vous avez besoin, il va orienter vos profils les bons profils vers vous. Mais c'est aussi travailler avec les missions locales, avec les Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Vous devez connaître localement tous ces prescripteurs qui doivent vous générer du flux de candidats. Donc la dimension attirée, c'est surtout pas je reste derrière mon bureau et je poste des offres d'emploi. Ça, c'est la base de la base. Mais si vous voulez que votre boîte, elle marche et attirer les bons candidats, vous devez avoir un réseau local avec tous les prescripteurs de l'emploi qui vous génèrent des bons candidats pour votre recrutement. Après, il y a la dimension recruter. Parce qu'une fois que j'ai reçu les CV, je vous dis, nous, on en reçoit 400 000 pour recruter 8 000 candidats par an. Et pour autant, des fois, on galère. Et pourquoi on galère? C'est parce qu'on ne traite pas suffisamment vite les candidats. Un candidat qui va sur France Travail ou un autre job board, il ne va pas postuler que dans votre boîte. Il ne va pas postuler qu'à une offre. Donc si vous n'êtes pas le premier à contacter le candidat, à le faire venir chez vous, à le séduire pour l'embaucher, je parle bien de séduire. Aujourd'hui, dans notre secteur d'activité, le bon candidat, il a le choix. Il va pouvoir travailler dans une boîte comme la mienne, mais dans d'autres, parce que le bon candidat, il va vouloir être toutes les boîtes vont vouloir l'embaucher. Donc quand vous êtes dans le domaine du recrutement, quand vous avez une candidature, vous avez 15 minutes pour la traiter, si c'est un bon candidat, et convier la personne chez vous. Donc moi, ce que j'ai mis en place dans mes agences, c'est qu'ils ont un écran de travail pour le quotidien, la gestion des plannings, et ils ont un double écran qui est sur le logiciel de recrutement pour que dès qu'il y a une candidature qui tombe, ils prennent leur téléphone et ils appellent. Parce que le bon candidat, dans la journée, il est contacté par plusieurs boîtes et le lendemain, il a un job. Et donc cette dimension de réactivité sur le recrutement, elle est énorme. Ensuite, sur le recrutement, vous devez vendre votre boîte. Quand je vous dis le candidat, il a le choix aujourd'hui dans notre secteur, c'est qu'un recrutement, bien sûr, une fois qu'on a checké que la personne elle a toutes les compétences en termes de savoir-être et de savoir-faire, le recruteur, il doit donner envie, il doit vendre sa boîte. Pour donner envie à ce candidat qui va avoir le choix de se dire mais c'est dans cette boîte-là que moi je veux bosser, parce que cette personne que j'ai en face de moi, elle me donne envie, elle me donne de la considération. On est dans un métier où il y a trop peu de considération pour nos métiers. Les métiers d'intervenants à domicile dans les SAP, c'est des métiers durs, c'est des métiers difficiles. Et la considération que le manager va avoir pour ses collaborateurs, elle est essentielle. Comme je suis sur la partie recrutement, je vais donner la main à ma collègue de France Travail parce que France Travail peut apporter à tous les candidats. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Alors peut-être déjà dire, nous on a une conviction forte à France Travail, c'est que le secteur de l'aide à la personne, c'est un secteur porteur. Alors là je vais aussi m'adresser aux candidats qui sont peut-être parmi nous aussi, qui peuvent être aussi intéressés par ou se dire je veux en savoir un peu plus sur ces métiers. Alors nous, notre conviction, c'est que c'est porteur à 3 niveaux.
peut-être déjà un premier niveau porteur de sens. C'est des métiers de l'humain, des métiers du quotidien où vous allez pouvoir accompagner des personnes à leur domicile, donc aussi dans des environnements privés et être finalement le relais social que vous allez pouvoir réaliser au travers de ces missions. Donc ce sont avant tout, c'est un métier de l'humain et c'est important de le dire. Donc pour nous, c'est aussi vecteur de sens et c'est important à ce niveau-là. Alors aussi, un deuxième élément, pourquoi c'est porteur ? C'est porteur en termes d'opportunités d'emploi. Aujourd'hui, en Île-de-France, on a un marché du travail très dynamique. C'est le 4e secteur le plus porteur en termes de recrutement. On a à peu près 70 000 besoins en recrutement annuel par le biais des entreprises. Alors, tout type de structure. Alors, bien évidemment, O2 avec lesquels on travaille main dans la main pour répondre à leurs besoins de recrutement. Et donc, vous avez une multitude d'opportunités et surtout au plus près dans les bassins de vie. Donc ça, c'est aussi un élément important parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté aussi de pouvoir travailler dans son bassin de vie. Et donc là, ce sont des opportunités locales qui sont proposées sur l'ensemble du territoire francilien, donc des métiers porteurs en termes d'opportunités d'emploi. Alors troisième aussi peut-être sujet, c'est porteur en termes d'évolution professionnelle parce que parfois on ne le dit pas assez. On pense peut-être qu'on a un métier et pas d'autres, mais bien évidemment, c'est aussi un secteur qui offre des parcours professionnels, d'évolution professionnelle. Alors, on peut commencer à travailler avec un très faible niveau de qualification, parfois sur de l'aide ménagère, ensuite évoluer sur de l'assistante de vie auprès des personnes âgées ou des personnes dépendantes. On peut également évoluer vers des postes d'aide-soignants, passer du domicile aussi aux structures. C'est aussi des parcours qui peuvent être aussi bien évidemment envisagés. Donc on a aussi une palette de métiers et de parcours d'évolution professionnelle qui sont très accessibles et sur lesquels bien évidemment on peut se dire, on peut se projeter durablement dans ce secteur. Donc pour nous c'est vraiment important, c'est pour ça qu'on a, si j'ai envie de vous dire pourquoi être attiré par ces métiers, c'est vraiment autour de ces 3 dimensions, ces métiers de l'humain, ces métiers qui proposent des opportunités très nombreuses et donc vous allez être plutôt très très recherché par les entreprises, donc ça a été dit, très sollicité, donc pas de risque, très peu de risque d'être en situation de chômage, voilà. Donc et bien évidemment aussi parce qu'il y aura des parcours d'évolution professionnelle pour pouvoir passer d'un métier à un autre et bien évidemment aussi changer, faire évoluer sa trajectoire professionnelle. Donc ça, c'est des premiers éléments pour... et je pense qu'aussi les entreprises, c'est important aussi, je pense, dans le discours des entreprises, de faire valoir aussi ces avantages, ces atouts, pour donner à voir finalement l'étendue de ce secteur. Alors quand on dit ça, on pose après le message qui est comment on fait, finalement. Comment je fais, moi, candidat, pour aller vers ce secteur, être recruté? Eh bien évidemment, comment fait-on? Alors nous, on est aussi côté France Travail. Alors on s'est beaucoup aussi inspiré de la réussite des Jeux Olympiques sur lesquels on s'appuie sur notamment comment faire connaître des métiers, des secteurs qui sont peut-être un peu moins porteurs, qui attirent moins. Et donc là, nous, notre conviction, c'est bien évidemment de faire en sorte que les candidats puissent rencontrer directement professionnels dans nos agences pour mieux connaître les métiers. Et donc là, le seul peut-être message que je pourrais vous dire, c'est prenez contact avec votre conseiller, franchissez le pas à la porte d'une agence et vous allez pouvoir bénéficier d'ateliers sectoriels où nous, aujourd'hui, en Île-de-France, on déploie des ateliers sectoriels exclusivement dédiés aux métiers de l'humain pour donner à voir justement l'étendue des opportunités. Et on est en relation avec les entreprises justement pour parler à 2 voix de ces opportunités et faire en sorte déjà d'expliquer quels sont ces métiers. Alors comment fait-on aussi? Si on a envie d'aller plus loin, eh bien on peut faire aussi de l'immersion professionnelle au sein des entreprises pour mieux connaître les métiers. Donc ça, c'est aussi un appel aux employeurs. Ouvrez vos portes. C'est aussi un élément important pour attirer des nouveaux candidats. Et ce travail d'immersion, il est essentiel pour justement peut-être permettre à des personnes qui ne connaissent pas le métier de franchir le pas et de venir voir que finalement, c'est un secteur qui leur convient. On a également des dispositifs d'adaptation des compétences. Ça veut dire que parfois, des personnes ont un passé professionnel qui est très important et c'est important de le valoriser, mais il manque quelques briques de formation. Et là, c'est pareil,
on propose aux entreprises et aux candidats des parcours en général sur 2 mois de formation pour que les personnes soient opérationnelles. On appelle ça la préparation opérationnelle à l'emploi. On finance côté France Travail. C'est gratuit pour l'employeur et c'est aussi un des leviers importants pour faire en sorte que, quel que soit son parcours, on puisse accéder au métier. Et bien évidemment, ce qu'on met en place, c'est de la formation. De la formation pour développer les qualifications. Et pendant ces parcours de formation, nous, en tout cas, notre volonté, c'est qu'on ait des entreprises dans ces parcours qui viennent voir les stagiaires, justement, pour faire en sorte qu'avant même la sortie de formation, les personnes puissent être recrutées. Donc, vous voyez, on propose vraiment tout un parcours de la découverte des métiers à la formation jusqu'au recrutement, avec nous comme pierre angulaire, qui est très important, c'est le rôle des entreprises qui doivent être à notre côté, parce que nous, tout seuls, on en est certain, on en est convaincus, on n'y arrivera pas. Et on a besoin effectivement des entreprises à nos côtés pour justement donner à voir la réalité des métiers, mais aussi être en contact le plus tôt possible avec les candidats qui sont intéressés par ces métiers. Donc moi, je vous dis, franchissez le pas de votre agence, bien évidemment en tant que candidat. En tant qu'employeur, contactez votre agence pour participer à ces séquences. Faites-vous connaître pour attirer, en tout cas accueillir des personnes en immersion professionnelle, parce que c'est un vrai levier pour attirer des candidats et des nouveaux talents. Et juste pour terminer, aussi parce qu'on est un peu dans une actualité, on a également une volonté politique avec le ministère du Travail de valoriser ces métiers, et donc a débuté depuis lundi tout juste une nouvelle plateforme qui s'appelle la plateforme prendresoin.fr. Donc vous mettez sur Google prendresoin.fr, et cette plateforme digitale, elle propose de découvrir les métiers, de connaître comment on peut intégrer, comment on peut accéder à ces métiers avec les formations, et elle propose également des témoignages et des offres d'emploi et aussi des événements pour pouvoir rencontrer les recruteurs où que vous soyez en Île-de-France. Donc n'hésitez pas, entreprises et candidats aussi, à vous approprier ce nouvel outil qui est vraiment là pour vous et qui permettra bien évidemment de faire ce trait d'union qui pour nous est très important entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Bon, donc on a parlé attirer des candidats, recruter les candidats, et une fois qu'on les a recrutés, le sujet c'est de les garder. On reste dans un secteur d'activité où il y a beaucoup de turnover. Le taux de turnover moyen du secteur, c'est 50%. C'est-à-dire qu'un salarié sur 2 va vous quitter dans l'année. Donc évidemment, si vous faites rien, ça va même être pire que ça. Et si vous êtes bon, vous pouvez le diviser encore par 2, ce taux de 50. Bon. Donc évidemment, pour fidéliser, ça commence effectivement, et vous le disiez parfaitement, sur l'immersion professionnelle. C'est un dispositif, donc la PMSMP. Moi, j'engage toutes mes agences à passer par ce dispositif. Ça permet aux candidats de venir pendant une semaine tester notre métier. Et donc, c'est un test réciproque parce que j'ai des candidats qui disent au bout d'une semaine, finalement, c'est pas fait pour moi, j'ai envie de faire autre chose. Et à l'inverse, ça nous permet de fiabiliser un peu plus la volonté du salarié et puis aussi ses compétences. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et en termes de fidélisation, c'est la première chose. Le drame dans notre métier, c'est ce qu'on appelle le turnover court. Je me fais embaucher, au bout de 15 jours, je m'en vais. Sauf que pendant les 15 jours, vous avez mis l'intervenant chez des clients. Le client, il vous a soit confié ses enfants, soit donné les clés de sa maison, soit confié ses parents âgés. Quand ça change tous les 15 jours, vous imaginez bien que le client, il reste pas longtemps. Donc l'immersion professionnelle est un moyen de fidéliser et dès les premiers pas dans l'entreprise. Ensuite, bon, tout à l'heure, j'ai parlé de la politique de rémunération, donc je ne vais pas y revenir, mais c'est évidemment un enjeu de fidélisation. Mais il y a un autre élément qui est clé dans notre secteur, et pour moi, c'est même la clé de succès dans nos entreprises, c'est la gestion du planning. Le planning, c'est ce qui fait le lien entre le salarié et le client. Sauf que dans notre secteur d'activité, le salarié, il a plein de clients dans la semaine. Et donc, il a ce qu'on appelle des intermissions. Et donc, il va d'un salarié de chez un client à un autre. Il y a les pauses du midi. Et en fait, ce qu'on a mis en place dans notre entreprise, c'est que dans le contrat de travail, il y a les zones de disponibilité du salarié, ces plages de dispo dans la semaine, et ces plages d'indispo. C'est-à-dire que le salarié nous dit, moi, je peux travailler sur ces plages-là, je ne peux pas. Okay ? Ça permet déjà de travailler l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, puisque c'est le salarié qui vous donne ses disponibilités. Premier sujet. Deuxième sujet,
vous devez travailler avec le salarié, ce qu'on appelle quelque part la notation de son planning. Quand vous le voyez régulièrement, tout bête, vous lui dites, voilà, tu as 10 prestations dans la semaine, tu me mets une note de 1 à 10 sur chaque prestation. Vous allez voir qu'il y a peut-être une prestation où il va mettre 2 sur 10 et toutes les autres 8, 9, 10. Donc vous devez chercher à comprendre pourquoi il a mis 2. Alors pourquoi il a mis 2 ? Bah, soit c'est trop loin de chez moi, soit le client d'avant, le client d'après, ça me fait trop de kilomètres, soit le client, il est vraiment pas sympa. Et en fait, si vous ne traitez pas cette situation de cette prestation dans la semaine, vous allez probablement perdre votre salarié pour un client sur 10 ou parce que vous avez fait faire trop de kilomètres à votre salarié. Et donc en allant vers votre salarié, en comprenant ses besoins, en comprenant ses problématiques, en comprenant ses conditions de travail, vous allez détecter le truc qui ne va pas. Et si vous corrigez le truc qui ne va pas, le salarié se dit, mais moi j'ai un patron qui prend en compte mes souhaits, mes conditions, mon équilibre pro-perso, et je vais continuer à bosser pour lui. Parce que si on regarde juste les taux horaires, il va passer d'une boîte à l'autre, allez, 10 centimes peut-être de l'heure. On ne change pas de boîte pour 10 centimes brut de l'heure. Si on est bien dans une boîte, qu'on est considéré, on ne bouge pas. Dans la fidélisation, il y a aussi l'animation des intervenants à domicile. Comme vous le disiez, aujourd'hui, celui qui veut bosser dans notre secteur, il trouve obligatoirement un job. Tellement il y a de demandes. Et pour fidéliser, il faut aussi animer nos intervenants, donc avoir des moments de vie collectifs. Donc nous, on organise régulièrement des pots d'agence avec nos salariés, des rencontres avec les auxiliaires de vie, par exemple, entre elles sur des bonnes pratiques professionnelles. On essaie de créer ce collectif dans un métier où les personnes travaillent sinon tout le temps seules. Quand vous allez chez un client, vous allez tout seul. Donc il y a beaucoup d'autonomie. Sauf que ce côté solitude, nos salariés aiment bien le compenser avec des moments collectifs en agence. Et c'est ça aussi la considération. Organiser un pot d'agence, ça coûte 3 francs 6 sous. Mais en revanche, pour vos collaborateurs qui ont l'impression du coup de ne pas être seuls et de faire partie d'une équipe, bah, ça change beaucoup de choses. Donc la dimension intégration, la dimension planning, la dimension salaire et après la dimension animation du collectif sont extrêmement importantes dans notre secteur pour travailler cette fidélisation. Alors, je sais que notre temps arrive à la fin et donc on a quelques minutes, on a 5 minutes pour répondre aux questions de la salle, si vous en avez. Donc, il y a un micro au fond là-bas. Si quelqu'un veut poser une question, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un à droite, à ma droite. Bonjour et merci. Du coup, pour tous ces temps collectifs du coup, dont vous parliez, c'est des temps considérés comme du temps de travail, ou c'est du temps volontaire pour les salariés ? Il y a les deux. C'est-à-dire que quand on fait un pot d'agence, c'est le volontariat. Quand on est sur les bonnes pratiques professionnelles, ce qui existe par exemple dans le métier de la dépendance, ou dans la garde d'enfants, on a des méthodes, on a des cahiers méthodes de tout un tas d'activités qu'on fait avec les enfants. Et donc quand on fait venir nos gardes d'enfants ou nos auxiliaires de vie pour travailler en collectif, pour qu'ensuite elles puissent faire ces ateliers en prestation, évidemment on paye les heures. Merci. Bonjour, est-ce que vous mettez en place des job dating régulièrement ? Je sais que France Travail, vous en avez régulièrement parce que je suis dans le milieu sportif et il y a eu des choses qui ont été organisées dans ce sens-là. Mais est-ce que votre entreprise organise ce genre de manifestation ? Oui, alors on a souvent appelé ça pendant très longtemps les job dating, mais on a changé. Maintenant on appelle ça le job café, on fait ça 3 fois par an. En fait, je vais essayer de paraphraser un peu McDo, mais c'est un peu, on dit aux candidats, venez comme vous êtes. Et donc on discute autour d'une table, autour d'un café, d'un thé, d'une viennoiserie, et on discute des motivations des uns des autres. Et surtout, il n'y a pas que des recruteurs. On fait venir des intervenants à domicile de chez nous, et les personnes qui sont candidats peuvent discuter avec nos propres salariés du métier, du quotidien, de comment ça se passe tous les jours. Et franchement, la qualité du recrutement, elle est bien meilleure quand c'est nos intervenants qui parlent avec les candidats de leur métier de tous les jours. Et donc oui, on appelle ça des job dating. Et on a également fait avec un de nos grands partenaires de recrutement un e-job dating
où là, vous avez des créneaux avec un recruteur, mais vous êtes en visio. Et donc, on a aussi fait ça. Donc oui, la notion de job dating, job café, c'est quelque chose qui nous parle et qu'on fait plusieurs fois dans l'année. Parce que comme je vous le disais, on a beau recevoir beaucoup de CV, il faut jamais s'arrêter de recruter ou d'avoir un vivier. Non seulement parce que vous avez du turnover, il faut bien remplacer ceux qui s'en vont, mais on est aussi sur des métiers en croissance et il faut recruter pour développer. Oui, j'ai pris. Moi, j'ai deux questions. La première porte sur la mise en place ou pas d'ateliers d'analyse des pratiques et ou de supervision. Et la deuxième question portera sur, avec ce que vous avez mis en place, à combien vous tombez en termes de turnover et la conséquence de ça, quelles sont aujourd'hui, est-ce que vous les connaissez, les raisons qui suscitent malgré tout ça le départ, le turnover. Voilà. Alors les analyses de pratique, oui, sur le métier de la dépendance, parce que c'est aussi un petit peu une obligation. Donc oui, on le fait dans toutes nos agences qui font de la dépendance, avec nos auxiliaires de vie. Soit animés par des gens de chez nous, parce qu'on a un certain nombre d'experts, soit par des personnes externes qui, en local, viennent travailler avec nos auxiliaires de vie sur une bonne pratique. Après, sur le taux de turnover, nos meilleures agences, elles sont à 20%. Nos plus mauvaises, elles sont au-dessus de 50%. Mais quand vous en avez 515, vous avez forcément un écart type assez fort. Mais globalement, on se situe 15 points en dessous de la profession. Et pour répondre à la dernière question sur les typologies des départs, on a une bonne partie de salariés qui sont de passage dans le secteur. C'est-à-dire qu'ils viennent pour 1 an, 2 ans, et puis ils vont faire autre chose. On a dans la garde d'enfants pas mal d'étudiants aussi. Et donc, mécaniquement, l'étudiant, il ne se destine pas forcément durablement à faire ce métier de garde d'enfants, sauf s'il est dans les métiers de la petite enfance. Mais lorsqu'on a des étudiants qui sont en université, ils ne se destinent pas à nos métiers. Après, on a un peu de départ lié à la pénibilité, parce que faire du ménage ou faire l'auxiliaire de vie, il y a une pénibilité quand même physique, il ne faut pas se le cacher. Et donc on perd aussi des salariés pour ça. Je vous disais qu'on a beaucoup travaillé la dimension planning, parce qu'on avait observé qu'on perdait trop de salariés à cause des kilomètres qu'on leur faisait faire. Et donc ça nous a permis de beaucoup baisser le turnover, parce que quand vous prenez en compte tous les souhaits des salariés, et c'est pas pour autant que le salarié devient le patron, mais votre enjeu, comme c'est de le garder, de le fidéliser, parce que ce que j'ai pas dit, mais c'est que quand vous perdez un salarié, si le salarié il a 10 clients dans la semaine, la probabilité que vous en perdiez 2 ou 3 en même temps que le départ du salarié, elle est réelle. Parce qu'il y a un atome crochu qui se passe. Et puis ce que je vous disais aussi, c'est-à-dire que quand vous donnez vos clés, ou que la personne garde vos enfants, ou qu'elle s'occupe de vos parents âgés, quand le salarié s'en va, vous avez un vrai risque de perdre votre client. Donc, mais sur les départs, globalement, c'est peu la rémunération, parce qu'il y a peu d'écart quand elle bouge. Mais pénibilité du travail, amplitude des journées parfois sur les auxiliaires de vie. C'est pour ça qu'on a travaillé la dimension plage de travail et plage de non-travail. Et c'est le salarié qui les détermine. Comme ça, on ne va pas en dehors de ses souhaits. Et puis, évidemment, les salariés qui sont de passage dans le secteur pour quelques années avant une autre orientation professionnelle. Il y a une question, pardon. Alors la question est, est-ce qu'il y a une action qui est faite pour que notre métier soit considéré ? Alors, je pense que dans le secteur, parce que je suis aussi membre d'une fédération patronale, on essaie de communiquer beaucoup sur nos métiers, sur la valorisation de ces métiers, sur les beaux métiers que c'est. La semaine dernière, j'étais dans une émission de radio et c'est un de mes combats personnels, mais pendant le Covid, on a montré les blouses blanches et les auxiliaires de vie. Après le Covid, on a oublié tous ces gens-là. Et pour autant, ils sont toujours dans leur métier. Et demain, quelle société on veut ?
On le disait, la population, elle vieillit beaucoup en France. Il manque déjà 30 000 auxiliaires de vie aujourd'hui en France. Sauf que les baby-boomers, ceux qui sont nés en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont pas encore 80 ans, mais ils vont les avoir. Ils vont avoir 79 ans l'année prochaine. Donc il va y avoir beaucoup de gens qui vont devenir peu à peu dépendants. On n'a pas les auxiliaires de vie. Est-ce que des gens vont devoir arrêter de travailler pour s'occuper de leurs parents? Peut-être. C'est un vrai sujet. Donc il faut qu'on forme des auxiliaires de vie, il faut qu'on valorise ce métier. J'exclus pas le métier du ménage et de la garde d'enfants, mais là on a un sujet social, sociétal, de pyramide des âges. On sait que ça va se produire. C'est mécanique, c'est mathématique. Donc on a besoin d'auxiliaires de vie pour répondre aux défis de la démographie en France. Et donc il faut reconnaître ces métiers. Et un des trucs, et j'en ai parlé à très haut niveau chez France Travail, c'est quand je vois le ministère de la Défense qui fait des pubs à la télé pour recruter des militaires. Je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, je ne connais pas le domaine, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'on devrait faire des campagnes de communication, de publicité pour les métiers des services à la personne, pour attirer du monde. Pourquoi on le fait pour l'armée et pourquoi pas pour ce défi démographique où on sait qu'il est devant nous. Et je pense que si on avait des campagnes qui mettaient en avant nos métiers à la télé, dans la publicité, on aurait un autre regard sur ces métiers, parce que c'est vraiment des beaux métiers. Il y a une question encore. Après, je pense qu'on va devoir sortir parce qu'on a déjà dépassé l'heure et on va se faire taper sur les doigts. Bonjour, je vous remercie. Je voulais 2 petites questions à vous poser. Bon, je suis dans le domaine aussi en reconversion actuellement pour être RCSAD, responsable coordonnateur de services à domicile par l'AFPA. Et je voulais savoir si vous, régulièrement, parce que moi c'est ce que j'ai vécu avant, quand j'étais auxiliaire de vie, vous formez, vous savez, vous faites des petites formations en interne. Parce qu'il y en a qui, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont dans le métier, qu'ils ont appris sur le tas, ou même des responsables. Parce que la formation RCSAD, ça fait pas longtemps qu'elle existe. Et justement, les responsables de secteur n'étaient pas formés. Donc c'était soit des comptables qu'on embauchait ou quoi que ce soit. Mais est-ce que vous régulièrement, vous faites ça comme pour la pénibilité au travail? Alors 2 choses. On a un organisme de formation à nous. Et on a aussi un centre de formation des apprentis. Donc oui, on forme beaucoup. Et c'est un des enjeux forts de ce secteur, la professionnalisation. On forme au RCSAD, on forme au RSSP, responsable secteur service à la personne. On a beaucoup formé au DISAP, donc le directeur de structure service à la personne. On collabore dans des licences pro service à la personne. Là, j'ai 80 encadrants qui vont faire une licence pro service à la personne. Et hier, il y a plein de gens comme vous qui sont passés sur notre stand pour déposer leur CV parce qu'il y a des stages à faire dans le cadre du RCSAD. Et comme j'avais mes directeurs de région qui étaient là hier, j'ai donné les CV à mes directeurs de région hier. Donc oui, la formation est un enjeu clé de ce secteur. Et France Travail accompagne. Quand on parlait de la POEI, c'est de la formation pour les demandeurs d'emploi. Et c'est des formations qui sont opérationnelles avec un titre, enfin, en général c'est un titre pro, pour intégrer un secteur d'activité. Le nôtre, évidemment, c'est mieux, mais ça peut être pour d'autres secteurs. Il y a encore une question, mais ça sera la dernière parce qu'il y a la conférence d'après qui trépigne. Oui, bonjour. En fait, je voulais rebondir sur le fait qu'il faille un vrai projet sociétal. Aujourd'hui, le service à la personne, le soin aux seniors, c'est beaucoup une question de positionnement politique. Si on veut revaloriser les salaires, si on veut faciliter l'accès à ce genre de métier, il faudrait des dégrèvements fiscaux, des allègements de charges et aussi une vision de carrière. Et je pense que c'est aussi un projet sociétal parce que c'est souvent une question de femmes. Et ça touche aussi les femmes au foyer qui ne sont pas valorisées sur leur contribution à l'économie, pas valorisées sur leur retraite. Et tant que le gouvernement ne s'est pas penché dessus, le service à la personne, ce sera pareil. Alors là, vous êtes sur un terrain assez politique, donc je ne peux pas répondre à tout, mais je suis en phase. Le sujet, c'est que vous l'entendez comme moi en ce moment. La France n'est pas très riche. Les conseils départementaux sont pour certains en difficulté, voire certains sont sous tutelle de l'État. Donc effectivement, notre secteur a besoin de financement, notamment dans la dépendance. Mais aujourd'hui, si on prend le tarif socle des prestations qui est versé aux entreprises,
il est très bas. Et du coup, ce qui limite les progressions de salaire. L'enjeu, il est là, je suis d'accord. C'est les cordons de la bourse. Si on a plus de moyens, on peut davantage rémunérer, mais ça, c'est un peu comme dans tous les secteurs. Mais excusez-moi de vous interrompre, mais moi, je pense que si la majorité des aidants, c'était des hommes, on aurait revu la copie. Parce que vraiment, se retrouver avec des entreprises où la majorité des hommes qui ont des parents se retrouvent avec des congés maladie, des absences, etc. Moi, je pense que ce n'est pas uniquement une question d'argent. On crée l'argent quand on le veut. On fait fonctionner la planche à billets. Vous donnez l'argent aux mères au foyer. Vous donnez plus d'argent aux auxiliaires de vie. Vous créez plus d'activités économiques. Il ne faut pas se mentir, c'est mécanique. Hein. C'est vraiment une question de positionnement, de volonté politique, de projet sociétal. Quand on sait que c'est le secteur de demain et qu'on préfère donner de l'argent, comme vous disiez, faire des pubs à l'armée, etc., c'est clairement qu'on n'a pas un projet sociétal où on veut inclure les seniors. On se dit, ils n'ont qu'à crever. En vrai, on se dit, on fait de la cosmétique, on fait beaucoup d'annonces politiques. Je ne fais pas de la politique, hein. J'entends tout votre point, mais c'est qu'un sujet politique. Quand vous dites donner plus d'argent, le truc, c'est qu'en face, il faut que quelqu'un paye. Et aujourd'hui, le sujet, il est là. Il faut peut-être diminuer les budgets. Maintenant, le problème, bon, je ne rentre pas dans la politique, mais bon, ça fait partie. Hein. Le problème, c'est qu'ils baissent. Là, ils vont encore baisser les taux de budget sur les aides, donc tout ce qui est matériaux, médical, et pour pouvoir nous abattre encore derrière. Comment voulez-vous qu'on évolue Alors, on propose simplement, parce qu'on va respecter le timing. Je veux bien discuter 5 minutes avec vous à l'extérieur. C'est ce que j'allais dire. Mais il y a la conférence d'après qui attend. On finit les échanges. Il faut qu'on laisse la place. En dehors de la table ronde. Merci.